Les requêtes du MAPAR sur les 7 députés n'ont pas été jugées recevables par la Haute Cour constitutionnelle. La deuxième vague de requêtes contre 20 autres députés va être déposée, affirme Christine Razanamassou. Brigitte Rassamoël, ministre de la Culture, est sortie de son silence. La société History Channel, représentée par October Films, a violé les clauses du contrat selon ses explications. Et en Éthiopie, des dizaines de milliers d'Éthiopiens ont participé ce mercredi à Addis Abeba à une manifestation organisée par le pouvoir contre le groupe État islamique, responsable de l'exécution de 28 chrétiens éthiopiens en Libye. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce journal. Les requêtes du MAPAR sur les 7 députés n'ont pas été jugées recevables par la Haute Cour constitutionnelle. Le MAPAR met en exergue l'article 29 du règlement intérieur des députés, tandis que la HCC se réfère à la loi 2012-016. Le MAPAR déposera donc de nouvelles requêtes par l'intermédiaire des électeurs. La deuxième vague de requêtes contre 20 autres députés va également être déposée, affirme Christine Razanamassou. Reportage. Irrecevable, c'est le mot utilisé par la HCC sur la requête déposée le 1er avril dernier par le billet de Christine Razanamassou concernant 7 députés MAPAR. La HCC a pris en compte la loi 2012-016. Seul le président de l'Assemblée nationale, le président de la Sénite et également les citoyens peuvent déposer des requêtes. Christine Razanamassou souligne que la HCC a oublié l'article 29 du règlement intérieur sur quoi le président du parti politique ou le président du parti d'appartenance peut également déposer une requête. Les idées divergent. Un problème sur la forme mais non sur le fond. Le MAPAR déposera quand même la deuxième vague de requêtes qui compte 20 autres députés, ajoute Christine Razanamassou, mais par l'intermédiaire des électeurs. François Gervais-Rakoutoir-Manan, ministre des Finances et du Budget, est formel. Les communales se tiendront cette année et c'est officiel, il n'y aura pas donc de report, même si les bailleurs de fonds ne débloqueront pas des financements. L'Union européenne a affirmé aujourd'hui qu'elle ne financera pas dans sa totalité le budget nécessaire pour les communales. Il est fort probable que les financements ne tomberont pas comme une manne venant du ciel dans les prochaines semaines. Un an après l'installation de la 4e République, Madagascar n'a pas encore acquis la confiance des partenaires techniques et financiers. Pourtant, il ne reste plus que 3 mois avant le 31 juillet 2015, jour J des communales. Le renflouement des GAPS revient à l'État, déclare l'Union européenne aujourd'hui. Une partie de l'organisation des sélections, bien sûr, la communauté internationale va appuyer. Merci. Une rencontre avec les bailleurs de fonds, le ministère des Finances et du Budget, le ministère de l'Intérieur et la Sénite a été organisée la semaine dernière. La communication semble ne pas passer correctement au niveau du ministère. Le ministre des Finances et du Budget a affirmé aujourd'hui qu'il ne connaît pas le montant total du GAP dans le budget destiné aux communales. Confiant, il a souligné qu'il n'y aura pas de report de la date des élections en dépit de soucis financiers. L'organisation des élections sera effectuée en fonction du fonds disponible. 598 millions d'euros, c'est le financement accordé par l'Union européenne pour Madagascar. Ce financement dépendra des projets et également de la transparence du budget de l'État. L'Union européenne attend les efforts de l'État malgache. La date du déblocage n'est pas jusqu'ici précisée. Et voilà, juste à titre de rappel, le financement de la 11e édition de la fête pour l'année 2014 jusqu'en 2020 atteint les 445 millions de dollars.
Dans l'actualité également, Brigitte Rasamouilne, ministre de la Culture, est sortie de son silence. La société History Channel, représentée par October Films, a violé les clauses du contrat selon ses explications. C'est la raison pour laquelle la réalisation d'un documentaire sur une aire protégée marine à Sainte-Marie a été suspendue. Douania Njitatou. Le site de tournage d'October Film est sur une aire protégée marine. Une épave de bateau et des richesses marines y avaient été localisées. Dans une lettre d'autorisation, le ministère de la Culture a accordé à l'équipe de la production un délai de 6 semaines pour les plongées sous-marines. Dans une lettre de doléance, en date du 19 avril, le producteur du film mettait en exergue que la lourdeur de la procédure administrative a retardé la production du documentaire. La ministre de la Culture et le directeur général du ministère sont pointés du doigt comme étant les blocages dans la réalisation du film documentaire. La ministre aurait dissuadé les archéologues de coopérer avec la production. Ces informations ne sont pas fondées, d'après Brigitte Rasamouilne, ministre de la Culture. Selon elle, les producteurs étrangers ont violé les clauses du contrat. Ils ont utilisé des matériels autres que des matériels audiovisuels pendant le tournage. Brigitte Rasamouilne a contesté toute forme de racket perpétrée par les responsables du ministère. Elle nie également le fait qu'elle a dissuadé les archéologues à coopérer avec la production. En vue de préserver les richesses marines, la teneur du contrat est devenue rigoureuse. Les producteurs doivent signer un protocole d'accord avec 10 ministères dans laquelle ils doivent accepter de garder intactes les richesses marines. Si des suspicions sur la tentative de trafic des richesses marines est fondée, pourquoi ces producteurs étrangers ont-ils obtenu une autorisation? Pourquoi une telle infraction ne sont pas portées devant la justice? Le monde de la cinématographie est en deuil. Ketak Razafmi s'est éteinte à la fleur de l'âge hier soir. Elle compte parmi les jeunes réalisatrices malgaches. Ses talents ont été découverts lors de la 8e édition de la rencontre du film court. Son film intitulé Her Little Piece of Heaven ou Antara Paradis fait partie des 16 films en concours cette année. Ce film sera diffusé ce soir à la gare Soarano. Les explications. Face à ce drame qui émeut, qui ont surpris le monde du cinéma malagasy, au jour d'aujourd'hui, au moment où l'on vous parle, rien ne change au programme du festival. Tout ce qui a été prévu sont encore au programme. La compétition officielle est encore au programme. Les Malgaches détrônent les Sénégalais et deviennent champions d'Afrique après avoir décroché la COSAFA Cup. Une grande première également, l'équipe a obtenu leur billet pour la Coupe du Monde de la discipline au Portugal au mois de juillet. Mais derrière cette grande victoire se cache un entraînement assidu pour ces athlètes et à leur côté un entraîneur qualifié. Les explications. Réside dans le fait que les joueurs ont été assidus, ils ont été à l'écoute, ils ont travaillé. Maintenant, vous dire qu'avant la compétition qu'on allait la gagner, non, ce serait un menteur si je vous disais ça. Mais en tout cas, c'est au fil du temps, au fil des entraînements, au fil des matchs, que j'ai vu l'équipe capable de faire quelque chose de grand. Mais sans rien vous cacher, depuis l'Afrique du Sud, j'avais déjà mon idée en tête. Maintenant, l'objectif était de se qualifier, on l'a fait. Et comme on a mangé le gâteau, il restait la cerise. Et la cerise, c'était la finale. Et je pense que c'est une bonne chose pour le football malgache et pour les gens qui croient en cette équipe. Et nous passons aux actualités internationales. Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur français, a annoncé aujourd'hui que les autorités françaises ont déjoué un attentat à Paris. La police a en effet arrêté dimanche dernier un homme en possession d'un important arsenal. Il est désormais soupçonné d'avoir un projet imminent d'attentat contre une ou deux églises. Un homme franco-algérien de 24 ans est également soupçonné du meurtre d'une jeune femme de 32 ans dimanche dernier à Villejuif, près de la capitale. France 24.
Cette église de Villejuif en banlieue parisienne vient peut-être d'échapper à un attentat. C'est Bernard Cazeneuve qui l'a révélé ce matin. Dimanche matin à Paris, dans le 13e arrondissement, la police a découvert dans le véhicule et au domicile d'un individu blessé par balle un arsenal composé notamment de plusieurs armes de guerre. Une documentation fournie a également été découverte, établissant sans ambiguïté que l'individu projetait la commission imminente d'un attentat, vraisemblablement contre une ou deux églises. Un attentat déjoué par le plus grand des hasards. Dimanche matin, un homme appelle le SAMU depuis cette rue du 13e arrondissement de Paris. Il se dit gravement blessé. Secours et policiers se rendent alors sur place. Il constate qu'il y a une personne qui a une jambe couverte de sang, qui déclare avoir été blessée par balle par un mystérieux agresseur. Il lui prodigue les premiers secours, les pompiers arrivent et ensuite les policiers du 13e arrondissement suivent les traces de sang, remontent à un véhicule. Ils constatent que dans ce véhicule, il y a de manière apparente des sacs de sport. Ils sont un peu intrigués. La voiture appartient au blessé, un étudiant algérien de 24 ans. À l'intérieur, les policiers découvrent armes de guerre, gilets pare-balles, munitions et gyrophares. Arrivé en France en 2009, l'homme habite cette résidence universitaire du 13e arrondissement. Dans son domicile, les enquêteurs découvrent d'autres armes et du matériel, comme un gilet de police. En plus de ses projets d'attentat contre des églises, les enquêteurs le soupçonnent d'être l'auteur du meurtre d'Aurélie Châtelain, 32 ans. La jeune femme a justement été tuée à Villejuif dimanche dernier. Le terroriste présumé l'aurait abattue pour voler sa voiture, peut-être en vue de commettre un attentat le jour même. C'est lors de ce meurtre qu'il se serait accidentellement tiré une balle dans la jambe, laissant son ADN et son sang sur la scène de crime. Ce matin à Saint-Dizier, en Haute-Marne, des perquisitions ont été menées dans la famille du suspect. Sa petite amie a été interpellée. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté ce mercredi à Addis Abeba pour condamner l'assassinat par l'organisation État islamique de 28 ressortissants éthiopiens en Libye. En fin du rassemblement, des slogans hostiles au gouvernement se sont fait entendre et des affrontements ont opposé des manifestants et des membres des forces de l'ordre. France 24. Des dizaines de milliers d'Éthiopiens qui manifestent dans les rues, le fait est rarissime. Mais depuis l'exécution de 28 chrétiens par les djihadistes du groupe État islamique, la colère monte en Éthiopie. Ces hommes et ces femmes ont défilé à Addis Abeba à l'appel du pouvoir. Une façon pour les autorités de canaliser l'émotion suscitée par ces assassinats. Certains souhaiteraient une réelle mobilisation internationale. Notre sang n'est pas de l'eau. En France, quand 8 journalistes ont été tués, toutes les nations se sont réunies. Et pour nous, quand 30 de nos frères sont tués, on ne voit pas de Nations Unies. Le moment viendra, je vous le dis. Le moment viendra lorsqu'il faudra rendre justice. Dans le cortège, les proches des victimes portraient à la main. Ici, 2 des hommes tués par les djihadistes alors qu'ils tentaient de pénétrer en Libye. Je suis venue pour eux deux, avec tout le peuple éthiopien, pour partager ma peine, pour Balcha et Eyasu, qui ont été tués. Dans ce pays à majorité chrétienne qui a décrété 3 jours de deuil, l'assassinat des 28 chrétiens a eu un immense retentissement. Sur les pancartes, on peut lire « Le groupe État islamique n'est pas l'islam ». Le gouvernement, lui, tente d'afficher sa fermeté face aux terroristes. Le groupe État islamique et les terroristes Shebab mènent leurs activités de terreur. Nous sommes, nous, des citoyens de paix. Et c'est au gouvernement de bloquer et de contrôler leurs activités. Dès aujourd'hui, nous devons nous engager à stopper leurs activités avec tous les moyens possibles. Dans ce pays où toute contestation est réprimée, quelques Éthiopiens en ont profité pour exprimer leur colère envers les autorités. La situation a dégénéré et les forces de l'ordre sont intervenues. Bilan, plusieurs personnes blessées. C'est le moment du rappel des grands points de ce journal. Les requêtes du MAPAR sur les 7 députés n'ont pas été jugées recevables par la Haute Cour constitutionnelle. Le MAPAR déposera de nouvelles requêtes par l'intermédiaire des électeurs.
598 millions d'euros, c'est le financement accordé par l'Union européenne pour Madagascar. Ce financement dépendra des projets, mais également de la transparence du budget de l'État. Et on a vu aussi que le monde de la cinématographie est en deuil. Keta Krasafmi s'est éteinte à la fleur de l'âge hier soir. Elle compte parmi les jeunes réalisatrices malgaches. Voilà pour l'essentiel ce soir. Merci de votre fidélité à Cool TV. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain soir sur Cool TV, bien évidemment, pour de nouvelles informations. Bonne soirée. Au revoir.